Eh bien, écoutez, nous allons ouvrir cette seconde table ronde. D'abord, je suis ravi d'accueillir Catherine Emprunt, donc, qui, Merci. qui est venue nous rejoindre pour qu'on parle d'un sujet qui nous est cher. Hein, c'est comment les marques, face à l'évolution du marché publicitaire, on l'a vu tout à l'heure, une recomposition, on parle beaucoup de recomposition. Et je suis ravi, Catherine, que vous soyez parmi nous pour qu'on puisse parler de ce sujet, profiter de votre vision. Alors, j'ai mon compère, Nicolas Boudot. Donc, Bonjour Dominique. bonjour mon cher Nicolas, qui a toujours un œil très affûté sur ces sujets donc, de communication, sans concession, parfois agacé d'ailleurs, parfois enjoué aussi. Souvent enjoué. Et souvent plus enjoué qu'agacé. d'ailleurs. Et je crois que d'avoir une lecture un peu 360 sur un groupe aussi important que celui du groupe Casino est un point important, parce qu'effectivement, vous avez énormément de métiers différents. Et en plus, vous faites les métiers de la com, en plus, au passage. Mais ça, je te le rappelle, un tout petit peu. Donc, je me suis demandé si vous allez devenir une agence de com, mais ça, on va peut-être en parler. Donc, ce qui est un second point. Puis Bertrand, nous, on ne se quitte pas depuis des années, on se suit et je suis vraiment très heureux que tu viennes nous rejoindre aujourd'hui pour que tu puisses parler également de ta vision, hein, donc, qui est celle que nous portons aujourd'hui, hein, qui est la recomposition du marché publicitaire et comment il se comporte. Sans plus attendre, Catherine, on a envie de vous entendre. D'accord. J'aurais presque envie de vous challenger aussi, si vous me l'autorisez. On a eu le plaisir de partager hier quelques points d'appui importants que vous portez, qui me paraissent assez saillants et qui me semblent assez bien poser le débat que nous allons ouvrir tous les quatre ensemble et avec notre public. Et bien sûr, si réaction il y a, n'hésitez pas à le faire, on saura restituer les questions. Catherine, on a envie de vous entendre sur ce sujet. Bon, en fait, moi, je rebondis sur la phase précédente. Juste, le marché est très complexe. C'est une complexité inédite. Donc moi, si j'étais annonceur, ce que je ne suis pas, mais je serais perplexe, réellement, pour pour toutes les décisions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il y a des paradoxes qui sont incroyables sur le marché aujourd'hui. Le premier, c'est que, en fait, il y a déjà une inflation du coût des grands médias. Et ça, c'est un peu contradictoire. Donc, plus 15 en télé cette année. On va dire que ça suit l'inflation pas tout à fait. C'est pas la faute de Bertrand. Et puis en même temps, ça fait quand même plusieurs années que le discours dominant, il est sur le déclin des grands médias traditionnels par rapport au digital. Donc pourquoi on irait, quand on est annonceur, payer plus cher des médias qui évoluent moins bien en performance, en puissance ? Il y a quand même cette question qui est là. Ou alors, il faut arrêter le discours sur le déclin. D'ailleurs, quand même, on peut se poser la question et se dire pourquoi des voix ne s'élèvent pas pour dire non, il n'y a pas un réel déclin. Si on voit Album, Pathé 3, voilà, il n'y a pas de déclin. Donc, ou peu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît important quand même, c'est sur l'histoire de la multiplication, de la croissance des formats digitaux. C'est énorme, donc on est déjà à plus de 50% dans la part des dépenses. Et puis à côté de ça, et le législateur et l'opinion publique poussent et amènent à une limitation, je veux dire, qui va être effective, des possibilités d'utiliser en tout cas la data du digital de façon totalement libre. Et pourtant, cette histoire de data et de possibilités de mesure, ça a été un des grands avantages compétitifs du digital qu'il a promu sans cesse, en fait. Hein. Donc ça laisse aussi un peu perplexe. Il y a les formats, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est-à-dire que, et ça pèse tellement lourdement sur la filière communication dans son ensemble, parce qu'autrefois, pour faire une campagne, 360, il fallait, je dirais, une vingtaine d'assets. Aujourd'hui, vous demandez par exemple aux équipes Citroën, ou une campagne, c'est 500 assets. Donc qui les upload, c'est un truc de dingue, quoi. Donc bien sûr, il y a des outils, mais ça a quand même complètement changé la donne. Alors ça, c'est amusant, parce qu'on a une table ronde après, on va parler d'audiovisuel, on va parler effectivement de contenu. Incroyable, lorsqu'on faisait, sur une thématique, on faisait effectivement un spot. Maintenant, on en fait 30.
Ben 30 voilà, différents. 30 Donc, différents. quelque part, Les c'est effectivement la displays. création de valeur extraordinaire pour ces acteurs de l'audiovisuel, en l'occurrence. Ouais. Voilà. Pardon, je vais faire cette parenthèse. Ouais. Mais ça matérialise bien vos propos. Donc c'est hyper troublant pour un annonceur. Que faire dans tout ça? Est-ce qu'on continue à miser sur les grands médias traditionnels et qu'on donne au digital sa part, mais qu'on fait la part des choses, justement? Et puis il y a un dernier point qui est la plateformisation de l'ensemble, qui engage aussi les annonceurs un peu sur le terrain de l'internalisation, au moins pour le search et le social. Donc, que faire par rapport à ça? Là, Bertrand aura peut-être des idées sur la question, parce que, en gros, les annonceurs peuvent se dire aujourd'hui, moi, toute cette partie du search et du social, j'ai quand même intérêt à le faire à la maison. Je vais embaucher des gens qui sortent de l'école, qui sont natives. Quand même, je leur confie direct des millions, hein, parce que le search, c'est énorme. Ils vont se mettre sur Business Manager, et puis ça va, et puis voilà. Sur Google et Meta, et puis ils vont acheter, etc. Tu nous diras si vont... c'est ce que tu fais Presque. Voilà. Ensuite, on va se dire qu'est-ce qu'ils font après de cette population qui est très spécifique. Hein. Nous, on en a aussi un peu dans les agences. C'est pas évident. C'est des boulots qui sont super rébarbatifs, qui sont super lourds à cause de cette multiplication des choses, des assets. Donc, ça pose des questions. Ce qui pose des questions aussi, c'est il y a un certain nombre, on va dire, de faux départs. Enfin, ça va finir par partir, hein, mais la télé segmentée, qui était une grosse attente du marché, télé ciblée segmentée, c'est pas encore totalement opérationnel. Ça va l'être. Netflix, la pub sur Netflix. Alors moi, je trouve que, je ne sais pas si je suis la seule à penser ça, c'est que l'Internet, c'est pas une télé, en fait. On a cru que l'Internet, ça pouvait être une télé. Mais non, c'est tellement plus compliqué. Mais Netflix, ça peut devenir une télé. Si c'est... Voilà. À l'instant, il n'y a que 100 000 abonnés aux offres avec pub, donc ça ne peut pas faire le reach que ça devrait faire. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc voilà, les annonceurs, ils sont dans tout ça, et c'est pas simple. Je trouve pas que ce soit très simple. Alors peut-être, pour compléter, je t'oublie pas, Bertrand, ta lecture, on a eu à échanger, tu étais assez radical sur un certain nombre de sujets, et ce que j'aime beaucoup dans tes propos, c'est que tu sais remettre le sens sur l'investissement publicitaire. Parfois, tu parlais de la presse, tu me parlais de la presse, tu parlais du média imprimé, hein, qui peut reprendre des couleurs dans cette conjoncture qui est la nôtre actuelle. Et pourtant, tu es un homme de médias. Donc, comment tu dis donc effectivement cette recomposition, comment tu l'analyses, comment tu l'apportes, et comment tes annonceurs eux-mêmes se comportent? En fait, effectivement, c'est une période très trouble et très complexe. C'est pour ça que les annonceurs n'ont jamais eu autant besoin d'agences pour essayer de trouver du sens et une direction. La première des choses, c'est le changement total et très rapide de comportement du consommateur, aussi bien dans sa consommation média que dans son choix des marques. Et là où ils sont le plus paumés, c'est pas vraiment sur le choix des médias, c'est surtout d'abord sur le discours qu'il faut tenir à un consommateur désormais pour être choisi. Et ça s'est terriblement complexifié, et de crise en crise, ça s'est accéléré. Cette complexité s'est largement accélérée. Aujourd'hui, une entreprise doit à la fois démontrer qu'elle a le bon prix, le bon positionnement et la bonne promesse, mais aussi le bon comportement sociétal et la bonne mission. Et donc chaque média sert aux différentes contributions de médias à diffuser un discours qui est soit hyper granulaire et adapté à une communauté, à une croyance particulière, à une tribu particulière. Et ça, c'est ce que le digital fait super bien, grâce à la data ou à du contexte, grâce à ce que les gens lisent et à une analyse sémantique. Et puis des médias plus masse, qui permettent de diffuser à tout le monde un discours de mission, de RSE, etc. D'ailleurs, on a bien vu que depuis la crise du Covid, les marques qui vont en télé sont surtout en train de diffuser un discours non pas promotionnel pour promouvoir un produit, mais beaucoup plus pour asseoir leur mission, leur engagement sociétal, etc. Que ce soit la distribution, l'automobile, etc. Et c'est bien ce qu'on a vu. Après, sur l'histoire du paradoxe entre les vieux médias et les nouveaux médias. En fait, le digital
Le digital s'est immiscé dans tout. Le digital n'est pas tout, il est dans tout, y compris dans les vieux médias, ceux qui lui préexistaient. Et d'ailleurs, c'est le digital qui leur permet de se sauver cette année, puisque le linéaire de tous les vieux médias, la télé, l'affichage, l'affichage non, parce qu'ils étaient en crise tellement forte en 2021 qu'ils sont forcément en croissance cette année, mais quand on regarde sur le long terme, au-delà de la crise Covid, les vieux médias offline sont tous avec un chiffre négatif, même cette année. Ça va être encore pire l'année prochaine, à cause d'une crise qui nous attend quand même au moins sur les 6 premiers mois. Et ils sont tous sauvés par leur digital. La catch-up sauve les groupes de télé. L'audience digitale de la presse sauve les groupes de presse. D'ailleurs, ce n'est plus des groupes de presse, c'est des groupes médias qui sont désormais des groupes audio, vidéo, presse, accessoirement, mais la part de leur audience a été très fortement réduite. Donc aujourd'hui, on en est à 48 points de contact par jour et par personne. Et comme il reste que 24 heures dans une journée, le sujet c'est d'arriver à capter l'attention, alors que les consommateurs n'ont pas abandonné leur consommation du offline. La télé a jamais, enfin la télé la télé linéaire est en train de baisser en audience. C'est pour ça qu'il y a une inflation en télé. C'est pas parce que c'est plus cher, c'est juste parce qu'il y a moins de gens qui la regardent, qui vont justement sur Netflix ou les contenus digitaux. Et mécaniquement, comme la demande de télévision est encore très forte de la part des annonceurs, parce que c'est le média le plus efficace et le moins cher, quand même. Pourquoi les groupes de télé veulent toutes passer à un référentiel CPM à partir de 2024? C'est juste pour dire que nous, groupe de télé, on est à 8 € du CPM, là où vous achetez du digital à 15. Ou à 50 quand on est sur Netflix. Donc c'est juste pour arriver à un référentiel commun. Et on est dans une atypicité en France d'avoir un média télé qui est aussi peu cher et qui pour ça est très demandé, à la fois parce qu'il n'est pas cher, parce qu'il réunit tout le monde et il permet de diffuser ce message de masse sur ses missions RSE à l'ensemble de ses consommateurs. Et le digital vient en complément pour adresser des communautés ou des points de passion ou des centres d'intérêt très particuliers. Donc oui, c'est beaucoup plus complexe, mais cette complexité, elle vient surtout du changement du consommateur, qui est aujourd'hui extrêmement engagé dans sa consommation, extrêmement exigeant dans son choix des marques. Chez Casino, vous en savez quelque chose, ça a été un bouleversement absolument total. C'est du prix de la mission. Oui, d'accord. Et comment on concilie les deux? Comment on concilie écologie, pouvoir d'achat? Ça, c'est les sujets des Français en ce moment. Je vous apprends rien. Les Parisiens. Les Parisiens? Oui, les Français ils cherchent le prix au maximum. Et ces débats sur la RSE, en réalité, ne touchent pas la majorité du pays, mais une petite frange située dans le 9e arrondissement. Un peu dans le 11e aussi, quand j'y pense. Non, en réalité, trêve de plaisanterie, ces questionnements-là, en période de forte inflation, deviennent minoritaires. Pour le dire de manière très directe. Voilà. En réalité, aujourd'hui, les Français vont plutôt dans la distribution chercher le prix. Et c'est pour cela que la distribution, peut-être, est passée devant les autres types d'annonceurs dans la publicité ces derniers mois, ou en tout cas l'année passée. Et singulièrement, nos concurrents allemands, d'autres aussi, mais nos concurrents allemands, pour qui le prix, par définition et par nature, puisque ce sont d'abord des discounters, ont trusté le marché de la publicité. Voilà, avec d'autres de nos concurrents également. Et moi, j'ai aucun scrupule à les citer, puisque nous, on ne fait pas de publicité télé, ou alors de manière tellement minoritaire qu'on ne boxe pas dans cette catégorie-là, par choix. Alors, bon, vous partagez le point de vue de Nicolas? Alors non, pas sur la RSE totalement. Voilà. C'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus profond que ça et que ça monte et que effectivement conjoncturellement la thématique du pouvoir d'achat, elle est super forte parce que les gens ont du mal à boucler leur mois. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en alerte, que c'est pas un truc de bobo, la montée des sujets écolos et sociaux.
ça concerne tout le monde, ils sont prêts à se réveiller partout. La seule chose, c'est l'arbitrage réel qu'ils font, c'est la réalité qui les rattrape. Mais en revanche, dans les esprits, c'est la même chose. Mais dans les esprits, nous, ce qu'on voit dans les études, c'est qu'ils sont super concernés, partout. Voilà. Alors, Nicolas, moi je suis content que tu sois parmi nous. Tu as une vision assez globale dans le monde de la distribution. On en parle souvent ensemble. Tu m'aiguilles beaucoup également parfois sur des facteurs de compréhension qui parfois m'échappent. Donc, toujours avec bienveillance et sincérité. L'évolution du marché publicitaire, est-ce que oui, c'est une réalité pour un groupe comme celui du groupe Casino? Alors tu vas me dire, oui, mais attention Dominique, je ne raisonne pas de la même façon chez Cdiscount ou chez Monoprix, ok, mais d'une façon globale, quelle est la position? Aujourd'hui, le consommateur, qui mieux que vous, enfin les grands acteurs du retail connaissent bien le consommateur, enfin, chose d'espérer, vous le connaissez très très bien, ou peut-être, est-ce que vous le connaissez suffisamment? Question que je pose. Je ne sais pas, je m'interroge. Et puis, effectivement, un sujet qu'évoquait également Catherine tout à l'heure, qui m'interpelle et sur lequel on a eu à échanger ensemble, en off, comme on dit, sur l'internalisation des métiers. Donc, est-ce que tu peux peut-être un peu nous décortiquer ces quelques axes? Et bien sûr, nos amis réagiront sur chacune d'entre eux. Bien sûr, alors je vais essayer de les décortiquer. Alors d'abord, le groupe Casino, c'est une holding qui ne fait pas par nature de publicité par elle-même. Ce sont les enseignes et les business units qui la composent qui font de la publicité. Et le choix qui a été fait par opportunité, d'abord, c'était plutôt d'aller vers un niveau de granularité extrêmement important, puisque les enseignes qui composent le groupe sont des enseignes qui sont géographiquement définies. Franprix est à Paris et en Île-de-France, Monoprix c'est Premium en centre-ville, et puis la majorité des magasins sont en Auvergne-Rhône-Alpes et sur le pourtour méditerranéen. Ce faisant, faire de la publicité à la télévision de manière massive, comme peuvent le faire à juste titre, et ils ont raison, nos concurrents, c'est une question qui ne se pose pas. Donc ça passe plutôt par la radio locale pour de la communication de pur marketing, tel que la distribution peut le faire. Et puis, par ailleurs, nous, le choix qui a été fait, c'est plutôt un choix d'aller vers le digital, en ayant recours à des applis qui sont téléchargeables pour nos clients fidèles, qui leur permettent de cagnotter, d'avoir des bons d'achat, qui là, permettent de répondre au sujet d'inflation grâce aux abonnements ou grâce aux bons d'achat qu'ils peuvent acquérir, gagner en étant des clients réguliers, fidèles, donc la fidélité est récompensée dans ce cas comme dans d'autres, et c'est pour nous là-dessus que nous sommes allés, digital et également pour l'internalisation sur des sujets de retail média, c'est-à-dire de publicité digitale avec une de nos filiales, une de nos business units qui s'appelle Relevancy et qui fait du retail média pour les enseignes du groupe, pour d'autres aussi, et qui vise à faire de manière très schématique de la publicité ciblée sur les outils que nous utilisons tous, smartphones, et les ordinateurs, c'est-à-dire tout ce qui est numérique. Et le choix qui a été fait, c'est plutôt d'aller dans cette direction, c'est-à-dire de faire une forme de publicité la plus granulaire possible, la plus identifiée possible et la plus personnalisée possible sur les outils digitaux. Donc voilà, si je résume à très gros traits de manière une fois de plus caricaturale, le marketing classique passe par l'affichage, la radio majoritairement et la presse écrite avec des achats d'espace, un peu d'achat d'espace pour la communication corporate, mais ça reste ultra marginal. Quant à la communication que nous essayons de mettre en œuvre, la publicité que nous essayons de mettre en œuvre, elle passe par nos applis, et au-delà des applis, par les outils numériques et si possible de la manière la plus ciblée, précise, granulaire, personnalisée possible. Et moi, à titre strictement personnel, sans engager personne, je crois que l'avenir de la publicité se trouve là. Catherine parlait de Netflix tout à l'heure. La consommation des films, des séries, bref, des contenus de Netflix doit pouvoir permettre de dresser
des milliers de profils de consommateurs distincts, et à ceux-là, il doit être possible, et ça l'est déjà, en tout cas on sait le faire, possible d'envoyer une publicité qui soit ciblée, et même géographiquement ciblée quand on est abonné Netflix. Nous sommes en capacité de le faire. Et sur un site comme Cdiscount, idem pour l'appli Cdiscount, qui est une des marques du groupe, on est en capacité de faire des publicités ciblées en fonction du type d'acheteur, de son antériorité, de ce qu'il a regardé. Ça nous permet en quelques millisecondes de dresser un portrait robot. Évidemment, on ne sait pas que c'est Monsieur Michu ou Madame Dupont qui est en train de commander ses achats de Noël, mais on a comme ça une sorte de portrait robot, et on sait en quelques millisecondes lui adresser la publicité qui soit adaptée à ce que l'on croit être sa personnalité. Voilà ce vers quoi nous allons. C'est-à-dire, on va du général, marketing classique, avec les 4x3 à l'entrée des villes pour aller dans les quelques hypermarchés qu'il nous reste, à des publicités de très grande granularité. Il n'est pas dit qu'à l'avenir, dans un avenir proche, nous ne retournions pas, pour certaines enseignes, à la publicité télévisuelle plus classique, parce que vous l'avez dit, et vous aussi, vous avez raison, c'est un média qui est important et qui a le vent en poupe, à charge pour l'agence, les agences qui accompagneront les enseignes qui choisiront de retourner à la télévision, de trouver le bon message pour lever cette situation qui est la nôtre, c'est-à-dire des enseignes qui sont géographiquement ciblées sur le pays et qui n'ont pas et qui ne sont pas uniformément réparties sur le territoire. Alors, cette parfaite, excuse-moi Bertrand, cette parfaite connaissance, je dirais, du consommateur, du client final, il va jusqu'où dans le niveau de la connaissance réelle? Parce que comme on voit aujourd'hui, c'est un peu le trouble de chacun, et d'ailleurs, tu me l'avais dit lorsqu'on a échangé, Catherine m'en a parlé. Donc, c'est maintenant plein de communautés, c'est des profils différents, c'est des comportements différents. On ne met pas dans des cases, je dirais, l'ensemble des consommateurs. Enfin, comment le niveau de granularité, là encore, si je parle granularité d'information, d'un data, jusqu'où va-t-elle dans ce niveau d'information? Parce que elle va très loin. Hein, elle va très loin, mais de manière anonyme et dans le respect strict non, mais il faut le dire à chaque fois, des lois et des règlements, qui sont d'ailleurs évidemment, enfin, qui sont européens. Voilà. Est-ce que ça veut dire, par exemple, on sait qu'on était dans une période où effectivement on allait avoir des tensions inflationnistes très fortes, on a commencé à le voir. Est-ce qu'on savait donc prédire que systématiquement on allait moins consommer du bio? Oui. On le savait. Et que le bio serait remplacé, toutes choses étant égales par ailleurs, par le local. En réalité, on a vu la baisse du bio arriver dès le lendemain du premier confinement. Voilà, non pas parce que les Français, et c'était valable d'ailleurs dans les pays d'Amérique latine où nous opérons, mais non pas parce que les Français ont arrêté de consommer du bio parce qu'ils se sont dit ça y est, le virus est derrière nous, mais parce qu'ils ont consommé autrement. C'est-à-dire la réouverture des restaurants ou d'autres lieux de fréquentation culturelle les ont amenés probablement à faire des arbitrages sur leur budget, qui n'est pas extensible, et comme chacun le sait, le bio est un peu plus cher que le non-bio, pour le dire simplement. Et puis pour des raisons qui sont inhérentes aussi à ce que l'on a pu lire ou entendre justement dans les médias, le local, c'est-à-dire le consommer local, a remplacé un peu le bio. C'est-à-dire en gros, les Français... je ne sais pas dire si c'est à bon droit ou pas, à juste titre ou pas, mais se sont dit, ce produit qui vient de 50 km, j'habite à Paris, ça vient de la Seine-et-Marne, il y a la photo du producteur de fruits et légumes, du maraîcher qui est sur le paquet. Bon, ça ne peut pas être mauvais parce que j'ai l'impression que ça pourrait être mes oncles et tantes, mes parents ou grands-parents. Et donc petit à petit, on a vu cette mode, entre guillemets, du local prendre la place du bio. Alors, il y a aussi du bio local, donc on peut réussir à faire les deux, mais dans l'état d'esprit, on a vu que le local remplaçait le bio. Et ça, c'est probablement une conséquence de la crise du Covid, avec des flux internationaux de transport qui ont été ralentis aussi. Je t'ai interrompu, je m'excuse Bertrand. Oui, et aussi une prise de conscience qu'il faut
avoir une consommation utile, et plus c'est à côté de chez moi, et plus je suis utile. Donc ça devient un acte sociétal. Et je préfère aider le paysan qui est à côté de chez moi que d'acheter à la limite quelque chose de français. D'ailleurs, les marques qui revendiquent la marque France fonctionnent de moins en moins par rapport aux marques qui revendiquent une régionalité, qu'elle soit bretonne, basque, ou etc. Le fait d'avoir l'impression de consommer au sein de son écosystème, on est bien dans on l'a vu dans le résultat des élections cette année d'ailleurs, tout ce qui est hyper local et près de moi a beaucoup plus de valeur que ce qui est loin de moi. Donc il y a ma région, la France, l'Europe, et le reste, c'est dangereux. Après, sur la granularité, je suis d'accord avec vous, ça va très très loin. Ouais. Je pense que ça vous est tous arrivé. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, une conversation sur un projet de volet roulant. Et dans les... Je ne sais pas si Siri était active, voilà. Tout le temps. Et dans la demi-minute, j'avais une pub cas par cas et je sais pas quoi. Donc c'est quand même un truc assez troublant. On est sous haute surveillance tout le temps. Moi, je trouve quand même qu'il y a une fatigue de ça. C'est-à-dire qu'il faut probablement... quand même, il faudrait pouvoir mesurer tout ça de façon assez objective par rapport à des efforts d'investissement média traditionnel, le clic, tout ça, bon, ça se discute. Le clic parce qu'en fait, comment ? C'est le clic plus une seconde. Le clic plus une seconde. Seconde. Voilà, ça n'empêche pas les grands médias d'avoir toujours une pertinence très forte. Regardez ce qui se passe pour les marques. Les marques, quand elles démarrent, les jeunes marques issues de start-up, etc., elles commencent tout en digital, bien sûr. C'est le terrain natif. Et puis, dès qu'elles peuvent, elles grimpent en télé. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de la notoriété, de construire assez vite du sens aussi. Et donc, voilà, elles y vont. Et la meilleure preuve de l'efficacité quand même de ces grands médias, c'est que qui est le premier annonceur en télé cette année, c'est quand même Amazon. Et puis l'an dernier, il y avait les 4 dans les 10 premiers. Donc c'est une reconnaissance quelque part de ce pouvoir. C'est le média statutaire. C'est le média statutaire. On l'avait vu d'ailleurs avec Mano Mano, lors d'une table ronde que nous avions animée. Il nous a dit on a démarré full digital et très vite, effectivement, lorsque les moyens nous semblaient être au rendez-vous, eh bien effectivement la communication est passée par la télé. Après, moi j'ai des doutes sur le digital. Vous prenez une marque de yaourt ou une marque de mayonnaise qui a une nouvelle offre. Sans la télé, je ne sais pas bien quelle peut être la puissance de cette offre, en fait. Ou la télé-affichage. Sur ces marques-là, on est d'accord, tout simplement parce que la concurrence est terrifiante sur les yaourts comme sur la mayonnaise et que l'effet différenciant est extrêmement faible. Nous, on le voit dans les actes de consommation en lien avec la situation macroéconomique actuelle, où on voit que sur ces produits-là, singulièrement, les marques distributeurs, Casino ou Monoprix, tirent largement leur épingle du jeu par rapport aux grandes marques, on va dire concurrentes, entre guillemets, aux grandes marques nationales, parce que les Français, les consommateurs sont de plus en plus avertis du fait que, à part le packaging et quelques micro-détails, c'est approximativement le même produit. Et là où vous avez raison, c'est que pour se différencier, là, le recours à la publicité est impératif. Ce qui n'est pas le cas pour une marque distributeur, qui par définition jouera tout sur le prix. Bertrand, lorsqu'on a eu échangé, tu m'as dit, moi j'ai quand même le sentiment que les annonceurs sont paumés. Ça m'a trotté un peu dans la tête. Je me suis dit, ça, il faut qu'on en parle quand même parce qu'ils sont paumés. Et puis, j'ai échangé avec Catherine. Elle m'a dit, j'ai l'impression qu'ils sont... c'est compliqué pour eux, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un problème de courage ? Et puis, on entend dire Yves tout à l'heure en disant, allez, il faut communiquer davantage, etc. Il faut quand même se faire remarquer. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça veut dire que le courage de la marque n'est pas à la hauteur de ses ambitions? Est-ce que c'est le contexte qui est extrêmement complexe, avec un manque de visibilité, donc on est plutôt conservateur, on va dire, ou réserviste? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on doit lire là? Pour moi, c'est extrêmement flou. C'est extrêmement flou. Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'une question de manque de courage. C'est une question de manque de boussole.
Ce qu'on a vécu ces 5 dernières années, c'est une succession de crises ultra rapides, ultra violentes, avec la possibilité qu'elles arrivent à nouveau. Et donc on a inscrit le concept de crise dans un mode de gouvernance, ce qui n'était pas le cas avant. On avait une crise tous les 10 ans. En général, ça touchait un petit secteur. Là, il suffit qu'un truc pète à 1000 km de chez nous en Ukraine pour que d'un seul coup, on passe d'une crise conjoncturelle à une crise en train de devenir structurelle. Ce changement-là, il peut arriver de façon impromptue, ce qui change complètement la donne en quelques semaines dans le mode de gouvernance d'une marque. Donc, et en face de ces crises, et là où c'est pour ça que nous, chez Initiative, on sort chaque année l'état des cultures en France, donc une étude qui nous permet de comprendre ce que les gens ont dans les tripes et quelles sont les cultures qui composent la société française. Et d'ailleurs, l'écologie, c'est leur 3e sujet de préoccupation. Le numéro 1, en ce moment, c'est la santé. C'est la réforme du système de santé. C'est la santé qui ne fonctionne plus. C'est de très loin le premier sujet. Le 2e, c'est le pouvoir d'achat. Et le 3e, c'est l'écologie. S'ils sont paumés aussi, c'est que le comportement du consommateur à l'occasion de ces crises qui ont été d'une violence inouïe ont été extrêmement rapides. Et le changement du consommateur, ces exigences sont capables d'accélérer et de changer du tout au tout en fonction des crises qui arrivent. Et là, on est en face d'une crise et d'un changement du consommateur qui est assez structurel, parce qu'on a une crise énergétique, une crise écologique qu'on a tous vu vivre, c'est-à-dire les effets du réchauffement climatique pour la première fois, on les a vus devant nous, et on en a eu des effets tangibles, une crise de santé, et du coup un changement des exigences du consommateur, et du coup, là où avant on avait des systèmes de communication où il fallait acheter le plus de parts de voix possible pour avoir le plus de succès possible, aujourd'hui ça ne fonctionne plus, ça ne suffit plus, et aujourd'hui il faut gagner la bataille de la pertinence. Et la pertinence, ça veut dire adapter son discours à la personne à qui on parle. Et on ne parle pas. Donc c'est la fin du ciblage sociodémographique, vous l'avez très bien dit, c'est fini, ça ne marche plus. Il n'y a rien de plus différent qu'une femme 25-49 qu'une autre, que sa voisine, parce qu'elle n'a pas les mêmes totems, elle n'a pas les mêmes croyances, elle n'a pas les mêmes raisons de consommer ou de rejeter une marque. Et donc aujourd'hui, s'ils sont paumés, c'est face à la multiplicité des possibilités d'adresser un message pertinent et de comprendre les communautés auxquelles on doit s'adresser pour identifier celles qui ont le plus de chances d'adhérer au discours de ma marque ou à mon positionnement, ou au contraire de les rejeter pour arriver à les écarter dans mon système de communication. Donc, c'est pas qu'ils sont paumés, c'est que la complexité, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 48 points de contact par jour et par personne, avec 500 actifs créatifs pour une campagne, ça veut dire la possibilité d'adresser 500 messages différents en fonction des communautés auxquelles je m'adresse pour être plus pertinent. Le digital a amené ça, cette possibilité de personnaliser, mais a amené aussi une complexité terrible. Catherine, réaction sur ce point. En fait, je suis d'accord avec ce que dit Bertrand totalement. Je pense quand même que le paysage va se clarifier peu à peu, c'est-à-dire que ça va devenir un peu plus clair le rôle de chacun des médias. Et que je pense que déjà, il y a des annonceurs qui ont compris depuis un moment l'histoire de la télé, par exemple, ou des grands médias, type P&G, Procter & Gamble. Il y a eu une époque où ils ont mis énormément dans le digital. Ils en sont revenus, ils ont donné de la part qu'il fallait au digital. Et sur l'internalisation aussi, d'ailleurs. Et sur l'internalisation aussi. Et donc, bon, on peut dire, mais on peut aussi les considérer comme un petit peu en avance sur ces sujets. Et donc, on voit bien qu'ils prennent une direction, en fait, où ils font la part de chaque média. Moi, j'ai l'impression aussi que, en fait, c'est quand même difficile de construire du sens par le digital. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, Nicolas, c'est très actif, c'est très c'est dans le lien en fait. Le truc que le digital a changé massivement pour, par exemple, des distributeurs, des gens comme vous, c'est que le lien, maintenant, il est quotidien quand on quitte jamais son consommateur. Autrefois, on faisait des campagnes, je me souviens, on cherchait à faire durer tout, on cherchait des fils rouges pour que ça puisse durer plus longtemps. On avait les vagues. D'ailleurs, on a perdu la notion, il y a une vague. Non, il n'y a plus de vague maintenant. Donc, en fait, on avait des vagues de campagnes qui succédaient. Entre deux, on laissait un peu tomber le consommateur.
Là, maintenant, on l'a tous les jours. Donc c'est bien, parce que ça oblige, sur la distrib, vous avez shifté, et c'est assez efficace, c'est-à-dire que les propositions de services, de promos, etc., elles se passent dans le quotidien avec le digital. Mais si vous voulez un jour raconter ce que Casino ou Monop a dans les tripes et son intention vis-à-vis du consommateur, sa vision, vous le faites autrement. Non, je le fais en com corporate, et en effet, là, on Voilà. a internalisé à 100%. Et on considère que chaque enseigne doit devenir son propre média. Et ça passe pas nécessairement par la publicité, ou en tout cas ça passe plus difficilement par un spot de publicité, ça passe plus facilement par un discours corporate qui est porté en interne d'abord et à l'externe ensuite par des ambassadeurs. Là aussi, c'est avec leurs mots à eux en réalité. On considère que ce discours-là va peut-être moins loin, mais porté avec plus de ferveur. Peut-être tu souhaites rajouter un point, Bertrand, à ces propos. Donc effectivement, l'annonceur, le consommateur, les acteurs de la filière. Donc ça s'embrique bien tout ça. Ça fonctionne bien. Il y a une Tout au moins, ça prend sa place. Est-ce que c'est ça, peut-être qu'on doit comprendre, c'est qu'il va y avoir une espèce de maturité qui va être adoptée par, notamment le digital ou avec le digital. Et en fait, on va retrouver un peu des équilibres. Les nouveaux équilibres, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême j'internalise tout, parfaitement respectable, il y en a qui le font. Il y en a d'autres qui appellent beaucoup plus à une coordination beaucoup plus forte qu'avant pour gérer cette complexité entre les différents acteurs de la com. Et l'autre tendance, et celle-là je l'appelle de mes voeux depuis 10 ans, c'est la refusion de la créa et du média pour retravailler ensemble. Parce que pour gérer cette complexité, à un moment, ce vieux silo qu'on a créé avec la loi Sapin entre créa et média n'a aucun sens. Ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, les seules marques que je vois bien fonctionner, c'est celles qui arrivent à, pour gérer cette complexité, soit elles internalisent et elles la gèrent elles-mêmes, soit elles demandent une beaucoup plus forte coordination avec un élément qui est placé au milieu de la table de collaboration, c'est justement la connaissance du consommateur et des messages. Et quand l'agence média qui a gagné un peu plus grâce à ses outils d'études, grâce à sa data, cette connaissance du consommateur de façon quantitative, qu'on la place au milieu de la table et qu'on demande à tous les corps de métier de la communication de travailler ensemble, la complexité se gère beaucoup mieux. Alors, moi, j'ai une question qui décale un peu de ça, parce qu'on voit des nouveaux acteurs actuellement qui regardent le monde de la com. D'ailleurs, que nous, on va chercher l'Observatoire, parce qu'on aime bien aller voir un peu les nouveaux là, qui s'intéressent au monde de la com, la tête qu'ils ont, tu vois, c'est intéressant. Et le monde du gaming. Le monde du gaming, ce sont des gens qu'on regarde de près, et d'ailleurs qui vulgarisent parfois des sujets qui nous paraissent tous très complexes, le métaverse. Ils disent, attendez, le métaverse, c'est le gaming il y a 15 ans, donc, revient au centre du jeu. Mais qui me disent, moi, il y a un truc qui me choque dans la communication. Ils commencent à le regarder avec bienveillance. D'ailleurs, ils regardent les acteurs de la communication en disant, c'est eux qui doivent être notre prescripteur. Et puis, ils regardent les annonceurs, il faut quand même qu'on les sensibilise. Mais eux, ils disent, est-ce qu'on met assez de moyens créatifs dans la valeur du contenu par rapport au poids de la diffusion? Y a-t-il pas dichotomie entre l'investissement créatif et le poids sur la diffusion? Mais j'ai l'impression qu'on n'investit pas beaucoup sur la création et sur l'ensemble de la valeur, donc, qui est celle de l'image, du contenu. C'est leur interrogation. Je lui reposerai la question cet après-midi. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? En fait, non. Moi, si je reviens sur d'abord, le monde du gaming, il faut s'y intéresser de très près parce que c'est énorme, c'est toute une génération. Voilà. Il y a aussi les histoires. Je suis sensible à toutes ces problématiques d'égalité. Donc, que font les filles dans le monde du gaming? On avait fait BETC, un truc là-dessus très marrant, une activation sur gender swap sur le gaming, puisque les filles sont assez peu présentes dans la création des jeux et donc ça donne des représentations loin de ce qu'il faudrait essayer de pousser. Donc ça, c'est un sujet. Mais le monde du gaming en soi, c'est un monde de la diffusion, puisque ça rassemble les grands événements d'e-sport et tout ça, c'est énorme. Donc effectivement, je pense que
et les agences médias et nous, on doit s'y intéresser davantage. Dans le monde du gaming, il y a des annonceurs qui viennent nous voir. Hein, c'est quand même... Absolument. Ils savent. Et ils savent qu'ils vont trouver dans les agences quand même des endroits où il y a de la créativité. Et où ils peuvent, au-delà, c'est des grands spécialistes de la créativité, bien sûr, pour leur jeu. Mais ils savent qu'il y a une culture de la créativité dans les agences. Et pour moi, c'est d'ailleurs ça souligne un truc dans l'internalisation, à mon avis, où il y a une limite, c'est-à-dire que ça s'improvise pas d'avoir des grands créatifs dans un lieu. C'est-à-dire, c'est une culture. Il faut accepter des choses, il faut accepter un peu de chaos, il faut accepter de ne pas les broyer sous une organisation. Sinon, c'est puissant, les organisations, en fait, ça écrase. Donc, et même chez nous, maintenir la porte ouverte à la créativité, c'est un boulot de tous les jours pour les commerciaux. Hein, il y en a qui vont direct au paradis, là, sans passer par la case purgatoire, tellement ça a été un combat de leur vie. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un peu une illusion, sauf peut-être un peu dans le monde du luxe, parce que dans le monde du luxe, il y a des créateurs. C'est ça. Mais sinon, je crois qu'il y a quand même un gros avantage sur la culture dans des lieux de créativité, où il y a plein de créatifs. D'abord, chez un annonceur, il ne peut pas y en avoir plein, parce que c'est cher, parce qu'ils ne restent pas, parce qu'ils sont toujours sur le même sujet. En agence, on change, on a plein de sujets nouveaux qui arrivent, etc. Donc, je crois qu'il y a un petit peu une illusion autour de ça. Maintenant, peut-être qu'il faudra un peu de temps pour que les annonceurs qui ont commencé la démarche en reviennent. Mais je vois même le monde du luxe, en fait. Il y a des choses qu'ils arrivent à faire en interne de façon très convaincante. Et puis, il y en a d'autres sur lesquels ils frappent aux portes de la filière, j'allais dire, dans son ensemble. Et en particulier des agences de création. Donc voilà. Ok. Il y a une question que je vous poserai. Vous gardez en tête, parce que hier soir, vous me l'avez dit. Vous avez dit, de toute façon, Denis, comprenez bien une chose. Le search, c'est pas de la communication. Ah oui, alors ça, non, on va pas faire le débat là. Pas tout de suite alors, pas tout de suite. On va pas faire le débat là, mais vous m'avez dit ça, et ça c'est un sujet sur lequel, non, je voulais sincèrement vous remercier d'avoir joué le jeu avec nous, d'être venu. Je suis sûr que ce public a été passionné par vos propos et vos débats. Je pense que vous avez parlé avec vérité, vous parlez avec votre cœur, et je pense que comme vous savez très bien le faire. Et merci encore à vous, et on va passer à la table ronde suivante. Bertrand, tu restes avec nous. Merci Catherine, merci. Allez. Nicolas, merci.